Je m'appelle Camille Leroy, j'ai 34 ans et jusqu'à ce matin, je pensais comprendre ce que signifiait le mot famille. Je vis dans un appartement exigu au 2e étage sans ascenseur d'un vieil immeuble à Lyon, le même immeuble que je gère depuis des années, celui dans lequel ma grand-mère a investi toute sa vie. Un vieux radiateur en fonte siffle tout l'hiver et l'escalier craque, mais c'est chez moi, et c'est aussi le foyer de tous ceux qui vivent ici. Aujourd'hui, ma sœur Sophie est entrée sans frapper et a laissé tomber une lettre pliée sur ma table de cuisine. Dessus, imprimé dans une police nette et professionnelle, figurait un nouveau chiffre, 3200 €. Mon loyer pour ce même petit appartement passait de 850 € à près de 4 fois ce montant, simplement parce que le marché immobilier le permettait. Elle n'a rien eu besoin de dire, son sourire me disait exactement à quel point elle prenait plaisir à me voir lire ça. 1 heure plus tard, mes parents m'ont appelé pour m'expliquer pourquoi c'était juste. Ils ont parlé d'opportunités, de plus-value, d'investissement, de tout sauf du fait qu'aucun locataire normal de cet immeuble ne pourrait jamais payer une telle somme et s'en sortir. Ils ont dit que mon loyer modéré avait été une faveur et que les faveurs ne durent pas éternellement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'encre d'une toute autre liasse de papier était encore fraîche sous mes ongles. Ces 4 dernières années, sans que ma sœur ou mes parents ne s'en rendent compte, j'ai été bien plus que la gardienne qui répare les éviers qui fuient et les boîtes aux lettres cassées. Grâce à ma grand-mère, je suis assise sur un secret qui renverse totalement cette décision commerciale et transforme le délire de puissance de ma sœur en la première étape de sa propre destruction. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. En fin d'après-midi, le poids de la journée s'est abattu sur moi d'une manière que je ne pouvais ignorer. J'ai pris mon téléphone, espérant trouver un peu de clarté auprès de quelqu'un qui me connaissait depuis toujours, mais dès que j'ai entendu la voix de ma mère, j'ai compris à quel point le sol sous mes pieds était instable. Elle parlait avec une certitude polie qui ne laissait aucune place aux questions, répétant ces mêmes assurances apprises par cœur selon lesquelles les changements sont nécessaires et que je devrais laisser ma sœur gérer les choses comme le font les gens qui réussissent. Mon père, quand il a rejoint l'appel, a fait écho à son ton, stable, dédaigneux, presque robotique, comme si la décision avait été prise bien avant que j'aie eu la chance de réagir. Il n'était pas en colère, pas en apparence, mais il y avait quelque chose de plus froid que la colère dans la façon dont il présentait tout cela comme de la croissance et de l'opportunité. L'implication était claire, j'étais l'obstacle, pas celle qu'on écrasait. J'ai raccroché avec un sentiment de vide dans la poitrine et je suis sorti de mon appartement. Le couloir bourdonnait d'une agitation inquiète, portes qui s'ouvraient, conversations feutrées, pas arpentant les vieux parquets usés. Les nouvelles circulent vite dans un immeuble comme le nôtre, surtout quand elles menacent le toit au-dessus de la tête des gens. Madame Da Silva se tenait près de la cage d'escalier, serrant une enveloppe, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de se reprendre. Elle vivait dans l'immeuble depuis presque toute sa vie d'adulte, bien avant que je ne commence à le gérer, et la peur dans ses yeux m'a transpercé plus vivement que tout ce que ma famille avait pu dire. De l'autre côté du couloir, Monsieur Nova s'appuyait sur son déambulateur, respirant difficilement, répétant des chiffres à voix basse comme s'il essayait de résoudre un problème dont il savait déjà qu'il n'avait pas de réponse. Plus loin, la famille Nguyen emballait de petits jouets dans un carton, tandis que leur fille posait des questions auxquelles ils ne savaient visiblement pas répondre. Il n'y avait pas de cris, pas de chaos, juste une terreur silencieuse qui semblait plus lourde que n'importe quel bruit. Les gens évitaient de croiser mon regard, non pas parce qu'ils m'en voulaient, mais parce que l'espoir lui-même semblait fragile. Je pouvais sentir leur confusion comme de l'électricité statique dans l'air. Ils ne comprenaient pas pourquoi tout changeait si soudainement. Ils ne demandaient pas qui avait pris la décision, ils demandaient seulement s'il leur restait du temps pour rester. J'ai essayé d'offrir des mots rassurants, mais chaque tentative restait coincée dans ma gorge. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis sentie impuissante, mais c'était la première fois que je sentais le poids collectif de la vie des autres peser sur ma colonne vertébrale. Je ne perdais pas seulement quelque chose, ils perdaient tout. Et d'une certaine manière, cette responsabilité m'incombait plus intimement que les liens du sang auxquels j'avais parlé plus tôt. Alors que le couloir retrouvait peu à peu son calme, on a frappé doucement derrière moi. Quand je me suis retourné, Marianne Faure se tenait à ma porte, la posture ferme mais bienveillante. Elle n'a pas perdu de temps en politesse ou en condoléances. Elle est simplement entrée, a plié soigneusement son foulard et a étudié mon visage avec la précision que seule une personne ayant vu défiler des vies entières dans un immeuble pouvait posséder. Marianne connaissait bien ma grand-mère, bien mieux que la plupart de mes proches, et il y avait une certitude dans son regard qui me disait qu'elle était venue avec un but, pas par pitié.
Elle s'est assise sur une chaise et a parlé avec une précision calme, ses mots portant le poids de quelqu'un qui avait vu un schéma se dessiner bien avant que je ne le remarque. Elle a évoqué des moments datant d'il y a des années, des regards acerbes échangés lors des dîners de fête, des désaccords financiers que ma grand-mère n'avait jamais laissé éclater au grand jour. De petits choix qui semblaient insignifiants à l'époque, mais qui traçaient maintenant une ligne directrice claire entre qui Sophie avait toujours été et ce qu'elle devenait. Selon Marianne, ma grand-mère s'inquiétait que l'ambition que ma sœur portait comme un signe ne se transforme lentement en quelque chose de plus froid et de plus calculé. Puis Marianne a dit quelque chose qui a rendu la pièce plus petite. Elle a expliqué que ma grand-mère ne faisait jamais confiance aux endroits officiels pour conserver tous ces documents importants, qu'elle cachait parfois des choses là où seules les personnes qui faisaient vraiment attention à elle penseraient à regarder. Marianne ne savait pas exactement ce qu'étaient ces choses, mais elle soupçonnait qu'elles m'étaient destinées, et à personne d'autre. Elle parlait comme si elle me montrait une porte verrouillée devant laquelle j'étais passé toute ma vie sans la voir. Son ton n'était pas dramatique, il était factuel, presque pratique. Elle pensait que ma grand-mère avait anticipé un moment comme celui-ci, pas les détails exacts, mais l'inévitabilité du conflit, et elle croyait que ma grand-mère s'était préparée en conséquence. Quand Marianne s'est finalement levée pour partir, la tension dans mon corps est passée de l'impuissance à quelque chose de plus vif. Pas encore de la confiance, mais une direction. Elle a touché mon bras doucement avant de sortir, ne promettant rien sur ce que je trouverais, seulement la certitude que ma grand-mère avait laissé quelque chose derrière elle parce qu'elle savait que j'en aurais besoin. Le couloir était redevenu silencieux quand j'ai fermé la porte. L'immeuble semblait différent maintenant, comme si le sol sous mes pieds me poussait vers des réponses que j'aurais dû chercher il y a longtemps. Le lendemain matin est arrivé avec une clarté qui m'a poussé à l'action avant même d'avoir le temps d'hésiter. Je suis descendu avec un trousseau de vieilles clés que ma grand-mère m'avait données il y a des années. Des clés que je n'avais jamais remises en question jusqu'à présent. La cave se trouvait derrière une porte métallique qui coinçait dans son cadre pendant les mois humides, et j'ai dû appuyer mon épaule contre elle avant qu'elle ne cède enfin. Une légère odeur de poussière et de vieille peinture est venue vers moi alors que j'entrais. Rien n'avait changé dans cet espace. Des cartons empilés d'anciens locataires, des câbles emmêlés que personne ne réclamait, et le bourdonnement sourd de la chaudière de l'immeuble vibrant dans les tuyaux. Mais cette fois, chaque ombre semblait avoir un but, comme si la pièce en savait plus sur ma vie que moi. J'ai avancé lentement, scrutant les étagères qui longeaient les murs, suivant les souvenirs d'après-midi passés à aider grand-mère Jeanne à trier les décorations de Noël ou les vieux outils. Elle disait toujours que la cave était le cœur de l'immeuble, désordonné, négligé, et pourtant c'est elle qui tenait tout ensemble. C'était logique qu'elle cache quelque chose ici, un endroit où seule une personne comprenant ses habitudes prendrait la peine de regarder. J'ai tracé le contour de chaque étagère jusqu'à ce que mes doigts frôlent le bord en bois de sa travailleuse de couture. Un petit meuble trapu dont elle refusait de se débarrasser, même après que les tiroirs eurent cessé de glisser correctement. Avec un certain effort, je l'ai déplacé, révélant une fine fissure dans l'une des lattes du parquet. Les lignes étaient trop droites, trop délibérées pour être de l'usure ordinaire. En m'agenouillant, j'ai glissé mes doigts sous la planche et je l'ai soulevée. En dessous se trouvait une boîte étanche, assez petite pour être ignorée, assez lourde pour avoir de l'importance. Mon cœur a battu une fois, fort, avant de trouver un rythme régulier qui me poussait à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des dossiers entourés d'élastiques, une pile d'enveloppes scellées et une boîte en métal qui cliquetait quand je la bougeais. J'ai ouvert la boîte en métal en premier. Un jeu de clés reposait à l'intérieur, accompagné d'une note écrite avec l'écriture cursive de ma grand-mère, stable même dans ces derniers mois, pour quand le moment viendra. La simplicité du message m'a serré la gorge. Elle savait quelque chose que j'ignorais, bien avant que tout cela ne se produise. Quand j'ai ouvert le premier dossier, mon monde a basculé. Les papiers n'étaient pas des souvenirs sentimentaux ou des notes financières éparses. C'étaient des documents structurés, intentionnels, qui énonçaient la vérité avec une précision presque glaçante. En haut de la première page, tamponnés et notariés, se trouvaient les statuts constitutifs de la SCI Héritage Leroy. La ligne me désignant comme gérante et propriétaire unique était écrite clairement, sans ambiguïté. Ma signature était imprimée en dessous, à côté de celle de ma grand-mère. Elle avait dû me guider à travers la paperasse un après-midi où je pensais simplement l'aider avec des tâches de gestion routinière, sans jamais réaliser qu'elle transférait un immeuble entier entre mes mains. J'ai posé le dossier et en ai ouvert un autre. Des emails imprimés par ordre chronologique révélaient des échanges entre Sophie et Colin Rousseau, de Rousseau Urban Capital. Leur formulation était prudente, professionnelle,
mais indubitablement stratégique. Il discutait de valeurs projetées, de délais de vacances locatives et d'obstacles potentiels au réaménagement. J'ai reconnu le langage rapidement. Des gens comme M. Nova et la famille Nguyen réduits à des obstacles sur un tableur. Les messages les plus récents suggéraient une urgence qui m'a tordu l'estomac, décrivant des moyens d'accélérer le départ des locataires de l'immeuble. Je me suis forcé à continuer à lire. Une enveloppe contenait une lettre manuscrite qui m'était adressée. L'encre était passée et les bords étaient légèrement courbés, mais la voix de ma grand-mère résonnait plus fort que n'importe quel document. Elle écrivait sur sa peur que les personnes en qui elle avait confiance ne prennent pas soin de l'immeuble comme elle l'avait fait. Elle craignait que l'ambition n'obscurcisse le jugement et que la compassion ne soit considérée comme une faiblesse. Elle écrivait que je voyais les gens comme des individus, pas comme des chiffres, et que cela comptait plus que quiconque ne le comprenait. Puis elle expliquait sa décision calmement, sans drame, pour s'assurer que l'avenir de l'immeuble ne soit pas laissé entre de mauvaises mains. Sa confiance en moi pesait lourdement sur ma poitrine, à la fois réconfortante et terrifiante. Je n'avais rien demandé de tout cela, pourtant elle avait placé son héritage entièrement sous ma garde. J'ai fermé la lettre et je me suis rassise sur le sol en béton frais, essayant de me stabiliser. Rien dans ma vie ne semblait plus simple, mais sous le poids, il y avait un fil plus net, plus stable. Un but. J'ai rassemblé les documents en une pile propre et je les ai enfermés dans mon sac. Il y avait une dernière étape que je ne pouvais ignorer maintenant que la vérité avait fait surface. Ma grand-mère avait fait confiance à un seul avocat pour sa succession, un homme qu'elle respectait pour sa précision et sa loyauté discrète. Son nom a surgi dans ma mémoire aussi clairement que si elle l'avait chuchoté dans la pièce, Maître Daniel Perrin. Et si quelqu'un pouvait expliquer la profondeur de ce qu'elle avait fait, ce serait lui. J'ai monté les escaliers avec la boîte sécurisée, mes doigts frôlant la rampe usée qu'elle tenait autrefois. Pour la première fois depuis des jours, le chemin à parcourir ressemblait moins à un effondrement et plus à une révélation attendant d'être comprise. En début d'après-midi, l'étape suivante semblait inévitable. J'ai traversé la ville en voiture vers un petit immeuble en briques niché entre une boulangerie et une agence de voyage, un endroit que je n'avais jamais visité, mais que j'ai reconnu immédiatement au nom gravé sur la porte vitrée, cabinet d'avocat Daniel Perrin. Ma grand-mère faisait confiance à très peu de personnes pour les détails qu'elle considérait comme structurels, et Daniel figurait sur cette courte liste. Le poids des documents dans mon sac ne faisait que renforcer le besoin de quelqu'un qui comprenait leur complexité mieux que moi. À l'intérieur du bureau, la salle d'attente sentait légèrement le bois ciré et le nettoyant au citron. L'endroit semblait ordonné d'une manière qui me rappelait l'écriture de ma grand-mère, précise, sans fioritures, délibérée. Une réceptionniste m'a fait signe d'attendre, et en quelques minutes, j'ai été conduite dans une pièce étroite bordée de résumés d'affaires encadrés et de prix communautaires. À un bureau en bois était assis Daniel Perrin, qui s'est levé quand je suis entré. Il semblait avoir la soixantaine avancée, avec des cheveux argentés soigneusement peignés en arrière, et une expression calme qui suggérait qu'il avait anticipé cette visite bien avant que je ne réalise que je devais la faire. Je lui ai tendu les dossiers sans préambule, regardant son expression passer de la reconnaissance à la concentration. Il a lu rapidement, chaque page tournant avec le rythme assuré de quelqu'un qui savait déjà ce qu'il cherchait. Ma grand-mère l'avait préparé. C'était clair. Il s'est arrêté à la lettre qui m'était adressée, laissant échapper un souffle qui semblait être à parts égales de la tristesse et de l'admiration. Puis il a organisé les papiers en piles nettes, alignant les coins avec soin avant de parler. Son explication est venue régulièrement, ancrée dans des cadres juridiques qui m'étaient étrangers, mais familiers pour lui. Il a décrit comment la propriété de l'immeuble avait été repositionnée des années plus tôt, comment la SCI Héritage Leroy fonctionnait indépendamment des fiducies familiales que mes parents et Sophie croyaient régir la propriété. Et comment l'accord que j'avais signé m'avait transféré l'autorité sans éveiller les soupçons. Selon lui, ma grand-mère avait construit une structure avec plusieurs niveaux de visibilité, un public, un privé, et un connu seulement de nous deux grâce à la documentation qu'elle avait l'intention de me faire découvrir en temps voulu. Il a souligné que la SCI m'accordait un contrôle légal complet sur les opérations, les revenus et les décisions futures de l'immeuble. Sophie n'avait de l'influence que parce qu'elle croyait que l'ancienne structure fiduciaire dominait, mais légalement, elle n'avait aucune autorité pour imposer des changements sans mon approbation. L'augmentation de loyer qu'elle avait imposée n'avait aucune valeur exécutoire au-delà de l'intimidation. L'entendre clarifié par quelqu'un d'extérieur à la famille a stabilisé mon pouls plus que je ne l'espérais. Daniel a continué, soulignant des grands livres financiers qui documentaient des retraits récurrents pour entretien vers des entités liées à des sociétés de réaménagement.
Le schéma suggérait que de l'argent avait été siphonné bien avant que l'augmentation de loyer ne fasse surface. Son ton n'a jamais basculé dans l'indignation, mais la précision de son explication rendait les implications encore plus claires. Les pertes étaient suffisamment importantes pour attirer l'attention des auditeurs, et les documents conservés par ma grand-mère semblaient avoir été conservés dans le but précis d'exposer ces divergences. Elle avait dû anticiper jusqu'où Sophie irait et avait rassemblé des preuves en conséquence. Quand il a fini de passer en revue la dernière page, la pièce est tombée dans un calme qui pesait sur mes oreilles. Daniel a croisé les mains et a expliqué que mes prochaines décisions détermineraient l'avenir de l'immeuble, ainsi que les hypothèses de ma famille sur le contrôle. Il a parlé prudemment de la sauvegarde des dossiers, de la documentation de toute interaction avec Sophie et de la préparation à la possibilité que les tentatives de pression sur les résidents s'intensifient. Ces conseils étaient pratiques, fondés sur des années passées à naviguer dans les conflits entre droit de propriété et bien-être communautaire. J'ai réalisé alors que ma grand-mère l'avait choisi non seulement pour son expertise juridique mais pour sa stabilité, quelqu'un qui voyait au-delà des chiffres. Il a fouillé dans son armoire et a sorti un classeur étiqueté à mon nom. Le classeur contenait une chronologie qu'elle avait rédigée décrivant les étapes de responsabilité qu'elle voulait que je suive si le besoin s'en faisait sentir. Ce n'était pas prescriptif, mais cela offrait une structure, un rappel qu'elle voyait du potentiel en moi avant que je ne le voie moi-même. Cela expliquait aussi pourquoi elle n'avait jamais confronté Sophie directement. Elle comprenait que la révélation avait plus de poids lorsque les conséquences se déroulaient naturellement plutôt que par une dispute. En quittant le bureau, la lumière de fin d'après-midi semblait plus vive contre ma peau. Le classeur reposait dans mes mains comme un verdict silencieux, non pas contre ma sœur, mais contre les hypothèses qui avaient façonné la dynamique de notre famille pendant des années. J'ai marché vers ma voiture avec une clarté qui m'a surprise. L'immeuble n'était pas simplement un endroit où les gens vivaient. C'était une responsabilité héritée par intention et prévoyance. Et que je l'ai demandé ou non, il m'appartenait désormais de toutes les manières qui comptaient. À la fin de la semaine, la tension dans l'immeuble semblait prête à craquer. Les couloirs semblaient retenir leur souffle alors que les résidents se déplaçaient silencieusement entre leurs portes, incertains de la suite. J'ai senti un changement dans l'air, le genre qui précède une confrontation que personne ne veut vraiment, mais que tout le monde attend. Ce changement est devenu indubitable tôt un matin lorsque des bruits de pas lourds ont résonné dans la cage d'escalier, suivi du bruit sourd de porte-blocs frappant contre les rampes métalliques. Je suis sorti de mon appartement et j'ai vu ma sœur diriger un groupe de 3 hommes en costume rigide, chacun tenant des listes de contrôle imprimées. Sophie marchait devant avec une assurance délibérée, ses talons claquant comme un métronome, marquant le rythme de son intention. Elle ne m'a pas reconnu, ni personne d'autre dans le couloir. Au lieu de cela, elle pointait du doigt les appartements comme si elle menait une inspection sur laquelle elle avait pleine autorité. Son expression portait une audace qui semblait fabriquée pour un public, une tentative de projeter une structure là où aucune n'existait légalement. Derrière elle, les hommes scannaient le couloir avec un intérêt détaché, leur distance professionnelle assez tranchante pour déstabiliser les résidents qui jetaient un coup d'œil à travers des portes à peine entr'ouvertes. Leur présence créait une atmosphère de jugement imminent, et Sophie semblait s'en nourrir. Elle a tendu un dossier à l'un d'eux et a fait un geste vers les appartements de l'étage inférieur, lui demandant de commencer à documenter les conditions. Peu importait qu'elle n'ait aucun droit légitime de le faire. La performance était le but. Mais ce que Sophie ne voyait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu anticiper, c'est que l'immeuble avait déjà commencé à se recalibrer autour de lui-même. La veille au soir, la salle commune s'était remplie de résidents déterminés à ne pas être mis de côté. Au centre de la réunion se trouvait Yasmine, une conseillère en logement d'une association locale que Marianne avait contactée. Yasmine a parlé calmement, expliquant les protections des locataires avec une clarté qui a rassuré la salle. Elle a insisté sur la documentation, la transparence et l'importance d'enregistrer chaque étape franchie par ceux qui cherchaient à les intimider. À la fin de la réunion, les résidents qui s'étaient sentis isolés étaient unis par une compréhension commune de ce à quoi ils faisaient face. Cette unité était visible maintenant alors que les portes s'ouvraient une à une. Les résidents se sont rassemblés en petits groupes, debout les bras croisés ou tenant leur téléphone, prêts à enregistrer. Il n'y avait pas d'hostilité, seulement un refus ferme d'être ignoré. Les hommes en costume ont hésité à la vue des caméras pointées silencieusement dans leur direction. Leur sang-froid a vacillé juste assez pour révéler de l'incertitude, et l'un d'eux a jeté un coup d'œil à Sophie pour obtenir des directives. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle a insisté avec une autorité forcée, continuez. La première inspection a eu lieu dans l'appartement de Madame Da Silva.
Elle se tenait près de la porte avec Yasmine à ses côtés, offrant un réconfort silencieux. Les hommes ont cherché des problèmes inexistants, des fuites qui n'étaient pas présentes, un câblage qui avait déjà passé les examens annuels, des problèmes structurels qui n'avaient jamais existé. Sophie rôdait derrière eux, attendant tout ce qu'elle pourrait tordre pour en faire une justification. Mais l'appartement était ordonné et bien entretenu, résultat d'années de vie soigneuse plutôt que de négligence. Quand rien n'a fait surface, l'irritation de Sophie est devenue palpable. Ils sont passés à l'appartement de la famille Nguyen ensuite. Le même schéma s'est déroulé. Propreté, conformité, rien qui ne puisse être interprété comme une violation. Les questions des hommes se faisaient plus courtes, leur ton moins sûr. Ils ont terminé leur dernière note et sont retournés dans le couloir où d'autres résidents regardaient avec une résolution calme. La confiance de Sophie s'amenuisait à chaque seconde qui passait, son plan s'effondrant en temps réel. Au moment où le groupe a atteint le dernier appartement, l'inspection s'était transformée en une procession de constats vides. Les hommes semblaient impatients de partir, et l'un d'eux a murmuré quelque chose à Sophie qu'elle a balayé sans répondre. Son expression s'est durcie en quelque chose de cassant. Elle a regardé les résidents, solides, calmes, inébranlables, et pour la première fois, son sang-froid a glissé. Sans avertissement, elle a annoncé que la famille se réunirait au bureau de l'oncle Pierre le lendemain pour résoudre les problèmes structurels liés à la propriété. Son ton suggérait qu'elle s'accrochait à toute l'autorité qu'elle croyait encore détenir. Il n'y avait pas d'explication, pas d'invitation à la discussion, juste une déclaration abrupte qu'elle s'attendait à voir tout le monde accepter. Alors que l'équipe d'inspection descendait les escaliers, les résidents se sont dispersés dans leurs appartements dans une vague silencieuse de soulagement. Le couloir a retrouvé son calme familier. Mais sous ce calme se cachait un courant sous-jacent de quelque chose de nouveau, la confiance. La tentative de les intimider avait échoué, et ils le savaient. J'ai fermé ma porte derrière moi et j'ai posé le classeur de Daniel sur mon bureau. L'inspection n'avait rien révélé sur l'immeuble, mais tout sur la détermination de ma sœur à le contrôler. La réunion de demain ne porterait pas sur la structure ou la gestion. Ce serait un règlement de compte, un qu'elle ne réalisait pas avoir déjà déclenché. Le lendemain portait une lourdeur que j'ai ressentie dès l'instant où je suis sorti. Des nuages dérivaient bas sur la ville, atténuant la lumière du matin alors que je conduisais vers le bureau de l'oncle Pierre. Le bâtiment se trouvait dans un quartier d'affaires rempli de rues étroites et de petits cabinets d'avocats, le genre d'endroit où la paperasse détenait plus de pouvoir que la personnalité. Cela semblait approprié pour ce qui allait se dérouler. Je me suis garé, j'ai calmé ma respiration et j'ai marché vers les portes vitrées, le classeur de Daniel coincé solidement sous mon bras. À l'intérieur, le bureau était éclairé par des ampoules jaunes douces qui projetaient une lueur tamisée sur la salle d'attente. Ma sœur était déjà là, assise le dos droit dans un blazer bleu marine, son expression aiguisée en quelque chose entre le triomphe et le calcul. Mes parents se tenaient près des fenêtres, parlant à voix basse et s'interrompant dès mon entrée. Ils m'observaient avec un mélange étrange d'attente et d'impatience, comme si le résultat avait été écrit bien avant mon arrivée. Sophie ne prenait pas la peine de cacher sa confiance. Elle me regardait comme quelqu'un regarde un problème qu'il croit avoir déjà résolu. L'oncle Pierre nous a accueillis avec une politesse rigide et a dirigé tout le monde vers une salle de conférence dominée par une longue table en chêne. Des dossiers étaient soigneusement disposés à chaque place et une carafe d'eau trônait intacte au centre. L'atmosphère semblait mise en scène, comme si la pièce s'était préparée à cette confrontation bien avant qu'aucun de nous n'y mette les pieds. J'ai pris un siège en face de Sophie et j'ai placé le classeur sur la table sans l'ouvrir. Ma sœur a suivi le mouvement avec un léger plissement des yeux. La réunion a commencé avec Pierre décrivant ce qu'il appelait des changements structurels à la propriété. Il a parlé de potentiel de réaménagement, de gains à long terme et des avantages de s'associer avec des investisseurs. Son ton était stable, mais chaque mot s'alignait suspectement bien avec les plans que Sophie poussait. Quand elle a pris le relais de la discussion, elle a présenté l'immeuble comme un actif précieux mais sous-performant et a présenté un dossier sur papier glacé rempli de chiffres prévisionnels. Elle a décrit des calendriers, des rachats et des retours sur investissement estimés, sa voix nette de confiance. Mes parents hochaient la tête, clairement persuadés par la promesse de gains financiers. Ils ont souligné que l'unité familiale dépendait de la coopération avec la direction de Sophie. La phrase sonnait creux, comme un script répété par obligation plutôt que par conviction. Pendant qu'ils parlaient, je regardais leurs expressions, l'optimisme légèrement forcé de ma mère, la mâchoire serrée de mon père, et je sentais une distance familière s'installer entre nous.
Leur vision de la famille avait toujours été construite sur la hiérarchie, et dans cette hiérarchie, Sophie siégeait au centre. Quand ils ont fini, la pièce est devenue silencieuse comme si elle attendait ma soumission. Pendant un instant, leur attente a rempli l'espace plus lourdement que les documents sur la table. Alors j'ai ouvert le classeur. La première liasse de papier a glissé sur la table avec un raclement sourd. J'ai expliqué calmement que la SCI Héritage Leroy détenait la propriété complète de l'immeuble. L'accord me désignant comme gérante et propriétaire unique se trouvait en haut de la pile. Ma signature s'alignait à côté de celle de ma grand-mère. La confiance de Sophie a vacillé. Elle fixait la page avec une rigidité qui frisait l'incrédulité. Mes parents ont échangé des regards inquiets, la confusion prenant le pas sur la certitude. Ensuite, j'ai placé les dossiers financiers devant eux, des grands livres détaillant les retraits des fonds de l'immeuble vers des sociétés liées directement à Sophie. Les montants étaient clairement indiqués, chaque transaction peignant un tableau clair de fonds détournés. Ma voix est restée stable alors que j'exposais les implications, laissant la documentation parler là où l'émotion n'avait pas sa place. Le classeur contenait tout. Des frais d'entretien qui n'atteignaient jamais les entrepreneurs, des frais de consultation acheminés vers des sociétés écrans, et des virements mensuels récurrents sans but légitime. Enfin, j'ai posé le dernier dossier. Les emails imprimés entre ma sœur et Colin Rousseau. Leur conversation décrivait des stratégies pour vider l'immeuble, accélérer les vacances locatives et le positionner pour le réaménagement. Le langage était prudent mais indubitable, chaque phrase révélant plus d'intention que la précédente. Le visage de Sophie s'est vidé de sa couleur alors que les pages s'étalaient comme une carte de ses plans. Un long silence a suivi. Mes parents semblaient abasourdis, pris entre la loyauté et la réalité mise à nu devant eux. Sophie a essayé de parler, mais les mots se sont effondrés avant de se former. Son sang-froid s'était fissuré, ne laissant que le contour brut de la panique. Cette fois, le calme ne venait pas de l'incertitude, mais du poids des preuves qui ne laissaient aucune place au déni. Puis un coup a brisé le silence. La porte de la salle de conférence s'est ouverte et maître Daniel Perrin est entré avec un calme mesuré qui a fait basculer l'équilibre de la pièce. Derrière lui se tenait un enquêteur du bureau du procureur portant un dossier mince. L'enquêteur s'est présenté professionnellement et a déclaré qu'il devait discuter de divergences financières liées aux activités de gestion immobilière. Son ton n'était pas dur, mais il portait une autorité qui coupait court à tout argument avant qu'il ne commence. La réaction de Sophie a été immédiate, un mélange d'incrédulité et d'effroi croissant. Elle nous a regardés chacun à notre tour comme si elle cherchait une échappatoire qui n'existait pas. Mes parents sont restés figés. Leur confiance précédente s'était évanouie sous une marée montante d'incertitude. L'enquêteur a attendu patiemment, tenant la porte ouverte pour elle, et au moment où elle a retrouvé sa voix, la pièce ne lui appartenait plus. Des semaines se sont écoulées avant que le poids total de tout cela ne converge finalement dans un tribunal du centre-ville. Le bâtiment lui-même semblait froid malgré le soleil de début de printemps qui passait à travers ses hautes fenêtres, et l'air portait la tranquillité des espaces où les décisions remodèlent des vies. J'ai pris place derrière la barre, le classeur posé sur mes genoux, bien que je n'ai plus besoin de m'y fier. Chaque document, chaque chiffre, chaque réalisation silencieuse s'était déjà installée dans ma mémoire avec une clarté inébranlable. Il ne s'agissait plus de choc. Il s'agissait de la vérité s'avançant sans nulle part où se cacher. Quand l'audience a commencé, les charges ont été lues avec une précision clinique. Elles décrivaient des modèles de mauvaise conduite financière liés directement à Sophie, des retraits déguisés en entretien courant, des transferts vers des sociétés écrans qu'elle contrôlait, et des efforts coordonnés pour faire partir les résidents par des tactiques de pression. Le procureur a présenté chaque élément de preuve avec une certitude calme qui laissait peu de place à l'interprétation. Je regardais ma sœur à la table de la défense, sa posture raide, ses yeux fixés devant elle. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, comme si la confiance qu'elle portait si facilement auparavant s'était évaporée sous les lumières stériles. Des témoins ont été appelés. Madame da Silva a parlé des avis inattendus et de la peur qui grandissait dans les couloirs. La famille Nguyen a décrit la confusion de leur fille lorsqu'on lui a dit qu'il devrait peut-être quitter son école. Même Monsieur Nova, s'appuyant lourdement sur son déambulateur, a raconté la pression soudaine exercée sur les locataires âgés. Leur voix ne portait pas de colère mais de l'épuisement, le genre qui persiste lorsque la stabilité est menacée par quelqu'un qui la considère comme jetable. J'ai été appelé en dernier. Le juge a posé des questions directes sur mon rôle, les documents et la structure que ma grand-mère avait mise en place.
J'ai répondu fermement, consciente que la prévoyance de ma grand-mère était devenue un bouclier non seulement pour moi, mais pour tout l'immeuble. Prononcer son nom à voix haute dans cet espace, c'était comme sentir une main rassurante sur mon épaule. La salle d'audience écoutait, non pas avec sympathie, mais avec le genre d'attention accordée aux faits qui relient tout ensemble. Lorsque les arguments ont été conclus, la décision est tombée avec une fermeté mesurée. Sophie a été reconnue coupable d'abus de biens sociaux et condamnée à une peine de prison ferme reflétant la gravité de ses actes. Le juge a souligné l'impact sur les locataires vulnérables et la nature délibérée du stratagème. Il n'y a pas eu d'éclat, pas de plaidoyer dramatique, juste un effondrement silencieux dans son expression, une reconnaissance que le chemin qu'elle avait choisi se terminait exactement là où il devait mener. Mes parents se sont approchés de moi brièvement après. Leur visage portait un mélange compliqué d'inquiétude, d'incrédulité et de quelque chose qui ressemblait à du regret, mais qui n'atteignait pas tout à fait la surface. Ils m'ont demandé si je voulais parler. Je leur ai dit que non. Il n'y a pas eu d'argument, pas d'éclat de voix, juste une distance formée par des années de choix bien plus lourds que tout ce qui avait été décidé dans cette salle d'audience. Ils ont reculé et je suis passé devant eux sans me retourner. Dehors, l'air semblait plus lumineux qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le bruit de la ville remplissait la rue. Les voitures qui passaient, les conversations dérivant des cafés voisins, un métro grondant au loin. La vie continuait comme si rien de monumental ne s'était produit. Pourtant, tout dans mon monde avait changé. Je me suis dirigé vers l'immeuble, celui que ma grand-mère avait sauvegardé grâce à une planification délibérée et une résilience silencieuse. Debout sur le trottoir, j'ai regardé les fenêtres refléter la lumière de fin d'après-midi. Chaque vitre contenant les histoires de personnes qui avaient traversé l'incertitude ensemble. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Yasmine pour stabiliser les loyers, organiser les réparations dont l'immeuble avait vraiment besoin et proposer des baux à long terme aux résidents qui craignaient l'expulsion. Leur soulagement ne s'exprimait pas par des célébrations, mais par de petits gestes, des portes laissées ouvertes pour partager la chaleur des cuisines, des salutations échangées avec aisance, un sentiment de stabilité revenant étage par étage. Je le ressentais chaque fois que je parcourais la cage d'escalier, le craquement des marches n'étant plus un rappel de la pression, mais de la continuité. Tard un soir, je me suis tenu à l'entrée et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. L'immeuble n'était pas parfait. Il ne l'avait jamais été. Mais il était honnête et il était à nous. L'héritage de ma grand-mère n'était pas la structure elle-même. C'était la clarté de s'éloigner des gens qui confondaient contrôle et bienveillance, et le courage de protéger ce qui comptait même si cela signifiait rester seul. S'il y avait une leçon dans tout cela, elle était simple. Les familles ne sont pas définies par le sang, mais par les choix qu'elles font lorsque l'intégrité est mise à l'épreuve. Et parfois, l'acte de loyauté le plus sain consiste à refuser de suivre quelqu'un sur un chemin qui nuit à tout le monde autour de lui.